Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouvel aspect de l'organisation communale, notamment le statut de l'élu. Le statut de l'élu, c'est tout simplement l'ensemble des droits, des obligations et les avantages dont jouissent les élus territoriaux, notamment les élus communaux, pendant la durée de leur mandat, pendant l'exercice de leur mission en tant que représentants de la population au niveau des instances locales. Ce statut a connu une évolution considérable suite aux différentes réformes qu'a connu le cadre qui réglemente l'organisation de la commune depuis la première charte communale de 1976 jusqu'à la dernière version de 2015, notamment la loi 113/14. Et l'évolution de ce statut tend vers plus de professionnalisation de la mission élective locale, plus de responsabilisation des élus et un renforcement de leur autonomie par rapport à l'État. Ce statut comporte l'ensemble, comme j'ai dit, des droits, des obligations, des interdictions, les incompatibilités, et il vise essentiellement tous les membres du conseil communal, mais nous allons voir que la loi réserve des dispositions spécifiques au président du conseil communal et à son bureau. Alors, je disais que la loi 113/14 relative à l'organisation communale a réservé des dispositions spécifiques dans le cadre du statut de l'élu au président et aux membres du bureau. Les membres du bureau, c'est les vice-présidents qui ont un statut particulier et qui assurent des missions spécifiques qui ne sont pas accordées aux autres membres du conseil communal. Donc, parmi les droits des élus communaux, nous avons ce qu'on appelle les autorisations d'absence. C'est des congés exceptionnels ou bien des permissions d'absence à plein traitement qui sont accordées aux personnes qui travaillent pour le compte d'organismes publics, que ce soit des agents ou des fonctionnaires de l'État, détachés auprès des collectivités communales, ou bien des agents, des fonctionnaires locaux, communaux, notamment les fonctionnaires des collectivités territoriales, des agents des établissements publics. Donc, ces personnes-là, une fois investies d'une mission élective, disposent de droits, jouissent de droit d'avoir des congés exceptionnels et des permissions d'absence dans la limite de la durée des sessions des conseils et des commissions permanentes. Donc, ceci permet aux élus d'être présents, de ne pas s'absenter et de participer effectivement aux travaux des commissions et des délibérations. Pour les personnes qui travaillent dans le secteur privé, les agents qui travaillent, les employés qui travaillent dans des entreprises, des établissements privés, la loi incite les employeurs à leur accorder aussi des missions d'absence aux salariés qui sont membres du conseil communal pour qu'ils puissent participer aux séances plénières. Donc, aussi, participer aux commissions permanentes, etc. Le temps ainsi passé n'est pas payé comme temps de travail et il pourra être remplacé. Donc là, ces dispositions, c'est juste pour permettre aux conseillers membres du conseil communal de participer effectivement aux travaux du conseil. La loi insiste aussi sur la responsabilité de la commune pour les dommages que peuvent subir les membres du conseil dans le cadre de l'exercice de leur mission élective. Donc là, on peut dire que les communes sont responsables des dommages subis par les membres du conseil communaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus à l'occasion des sessions des conseils, des réunions des commissions ou de missions effectuées pour le compte de la commune. Donc, ces dispositions de l'article 54 soumettent les communes face à leurs responsabilités pour tout dommage causé aux élus dans le cadre de l'exercice de leur mission élective. Ça entre toujours dans le cadre des droits des élus. Les élus aussi ont le droit de présenter la démission volontaire au wali et au gouverneur. Donc, ce droit de présentation de démission permet à l'élu, s'il le veut, de présenter une démission, de se retirer de ses engagements électifs. Et là, la demande de démission
doit être soumise selon les dispositions de la loi, ou elle est pour les élus régionaux, les élus qui sont élus auprès du conseil régional, et au gouverneur pour les conseillers communaux et les conseillers provinciaux et préfectoraux. Les élus aussi ont droit à la formation continue. Et nous avons un ensemble de dispositions de la loi 113-14 qui arrête les conditions de cette formation continue. Donc, c'est quoi la formation continue? C'est un cycle de formation assuré soit par la commune, selon ses possibilités financières, ou bien par le ministère de l'Intérieur. Parfois, il y a des organismes, d'autres organismes, que ce soit des bailleurs de fonds internationaux ou bien des associations, des ONG, qui assurent cette formation auprès des conseillers, auprès des élus communaux. Donc, cette formation continue permet aux conseillers d'avoir une connaissance juridique de toutes les dispositions qui réglementent leur statut, les domaines d'intervention de la commune, et ça permet de renforcer donc leur niveau cognitif par rapport à la nature de leur mandat. Les élus ont aussi droit à la protection pénale qui est indirectement prévue par le code pénal et qui protège dans ces articles 263 et les articles suivants, les fonctionnaires et les dépositaires de l'autorité publique contre les outrages, violences ou voies de fait, et prévoit les sanctions applicables. Donc là, on peut dire que les élus sont traités comme des fonctionnaires et sont soumis aux mêmes dispositions du code pénal, notamment les articles 263 et suivants, et qui protègent les fonctionnaires contre tout acte réprimé par le code pénal. La loi insiste dans le cadre des droits, des obligations des élus locaux. La loi insiste sur le fait que les élus qui exercent auparavant des fonctions publiques, que ce soit auprès de l'administration de l'État ou bien auprès des organismes publics, ces personnes-là, une fois élues, ont le droit de présenter à leur demande des demandes de détachement auprès de la commune ou bien des demandes de mise à disposition auprès de la commune. Ceci permettra le rapprochement de l'élu de la commune pour qu'il puisse assurer de façon efficace sa mission élective. Autre droit, ça concerne les indemnités de représentation et de déplacement. Donc, quand on dit les indemnités de représentation et de déplacement, nous avons là, la loi a établi une séparation entre le président et le bureau et les autres membres du conseil. Pour le président, les vice-présidents du bureau, les membres du bureau, ils perçoivent, selon la loi, des indemnités de représentation et de déplacement. Donc, c'est des indemnités dont les montants sont attribués mensuellement et ils sont arrêtés dans un décret publié en 2016. Donc, pour les autres membres du conseil, ils ne perçoivent pas des indemnités de représentation, mais juste des indemnités de déplacement dans la mesure où la mission élective, c'est une mission bénévole, gratuite. Pour cela que le législateur a établi cette distinction entre le président et le bureau et les autres membres du conseil. Le président du conseil communal ainsi que les vice-présidents ont le droit de renoncer à leurs fonctions électives. Et là, le législateur a mis en place une procédure pour la démission du président et des vice-présidents. Concernant la démission du président, donc là, le président, il est tenu d'adresser une demande de démission au gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire. Et cette démission prend effet à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la démission. Pour les vice-présidents, ils sont tenus d'adresser leur demande de démission au président du conseil communal qui doit informer aussi, soumettre cette demande de démission au gouverneur
au gouverneur de la préfecture ou de la province, et dans les mêmes conditions, cette démission prend effet à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la démission. Donc, une fois que la démission est acceptée, le président il perd sa qualité de président du conseil communal et il devient un simple conseiller auprès de la commune. Et là, n'a pas ainsi, c'est la même chose pour les vice-présidents démissionnaires. Donc, si la démission aboutit, elle emporte de plein droit l'inéligibilité du président démissionné et des vice-présidents, leur inéligibilité aux fonctions de président ou de vice-président pendant la durée restante du mandat de conseil. Donc là, ils ne perdent pas leur qualité de conseiller, mais ils perdent la qualité de président et de vice-président. Et dans des conditions qui sont bien arrêtées par la loi, de nouvelles élections pour le poste de président et les membres du bureau doivent être organisées pour assurer la continuité du service public. Entre-temps, le président et le bureau sont tenus d'expédier les affaires courantes et de rester en fonction jusqu'à l'élection du nouveau exécutif, du nouveau bureau. Voilà, après avoir étudié les différents droits dont jouit le président, les vice-présidents ainsi que les membres du conseil communal, nous allons passer aux obligations. Les obligations des élus, que ce soit élus membres du conseil communal ou bien président et vice-président. Parmi les principales obligations de l'élu, c'est d'abord accomplir sa mission en tant qu'élu, en tant que représentant de la population auprès de la commune. Il est tenu d'assister aux sessions du conseil. La présence est une condition très importante et est largement réglementée par la loi. Remplir l'une des fonctions qui lui est dévolue par les textes en vigueur. S'il est élu président, il doit respecter toutes les obligations, les tâches qu'il doit assurer en tant que président. La même chose pour les membres du bureau, le secrétaire, les présidents des commissions, etc. L'élu est tenu de s'abstenir de commettre tout acte ou fait grave contraire à la loi et à l'éthique du service public parce qu'il est considéré comme un agent du service public, il assure la continuité du service public. Il est tenu de ne pas se livrer à des tâches administratives. Et là, on va voir que le législateur a fait une distinction claire et nette entre les missions électives et les missions administratives. Donc, l'autorité administrative revient au président et aux membres du bureau suite à la technique de délégation de signature, mais pour les autres membres du conseil, ils n'ont pas le droit de s'immiscer dans la gestion des affaires administratives, n'ont pas le droit de prendre des décisions administratives, sinon ils vont commettre un délit d'ingérence qui est largement sanctionné par la loi. Les membres du conseil sont aussi tenus de s'abstenir d'entretenir des intérêts privés avec la commune, soit à titre personnel, soit comme actionnaire ou mandataire, soit au bénéfice de son conjoint, de ses ascendants, de ses descendants directs. Ceci veut dire tout simplement que l'élu de la commune est interdit d'entretenir tout intérêt avec la commune. Que ce soit dans le cadre de la conclusion des contrats, par exemple, les contrats de marché public, ou bien dans le contrat de gestion déléguée ou autre. Donc, il doit rester à l'écart par rapport aux intérêts de la commune pour se livrer à sa mission élective. Dans toutes ces conditions-là, si jamais l'élu entrave les dispositions de la loi, il se trouve soumis à des sanctions disciplinaires prévues par la loi 113/14 et qui vont jusqu'à la révocation la perte même du mandat électif.
Si jamais les élus entravent les dispositions de la loi, ils sont soumis à des sanctions disciplinaires. C'est ainsi que la loi insiste sur le fait que tout élu reconnu responsable d'actes ou de faits graves contraires à la loi et à l'éthique du service public peut, après avoir été invité par le gouverneur à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés, ce dernier peut saisir le tribunal. Le dernier, ça veut dire le gouverneur, peut saisir le tribunal administratif pour demander la révocation du membre concerné. Donc, le tribunal statue dans un délai d'1 mois. Ceci veut dire tout simplement que les élus membres du Conseil qui se livrent à des actes qui sont interdits par la loi en vigueur, ils sont soumis à des sanctions qui peuvent aller jusqu'à leur révocation. Bien sûr, c'est le gouverneur qui engage cette procédure de révocation, mais la décision revient en définitive au juge du tribunal administratif. Donc, le tribunal administratif est la seule instance juridictionnelle habilitée à prononcer les sanctions disciplinaires à l'égard des élus. Mais le gouverneur, il ne fait qu'exercer le contrôle administratif et engager la procédure de révocation. Voilà, la compétence exclusive du tribunal administratif est clairement affichée par la loi qui dispose que seule la justice est compétente pour connaître de la révocation des membres du Conseil, de la déclaration de nullité des délibérations du Conseil de la commune ainsi que de la suspension de l'exécution des délibérations et arrêtés entachés de vices juridiques sous réserve des dispositions bien sûr de la loi. Donc, seule la justice aussi est compétente de dissoudre le conseil communal. Là, cet article résume l'exclusivité du tribunal administratif pour prononcer les sanctions, que ce soit à l'égard des personnes ou bien à l'égard des actes. Nous sommes dans le cadre des sanctions que peut prononcer la juridiction administrative à l'égard des personnes, notamment la révocation des personnes, des élus qui commettent des actes qui sont interdits par la loi, notamment les actes qu'on a déjà délimités dans les développements précédents. Concernant les obligations du président et du vice-président, on va commencer par les incompatibilités. Les incompatibilités concernent les situations qui ne permettent pas au président d'avoir la possibilité d'être élu président ou vice-président, ou bien même les situations qui sont interdites par la loi dans ce sens. Donc, ne peuvent être élus président ou vice-président les membres du conseil résidant à l'étranger, donc toute personne qui a un mandat et qui réside à l'étranger n'a pas le droit de se présenter aux élections de présidence du conseil communal. Les trésoriers régionaux, les trésoriers préfectoraux et provinciaux, ainsi que les percepteurs régionaux, les percepteurs et les receveurs communaux, parce qu'ils ont des intérêts, ils peuvent avoir des intérêts financiers avec la commune. Les membres aussi du conseil salarié du président n'ont pas le droit d'être élus vice-président parce qu'ils sont soumis à son autorité. Donc ça concerne les incompatibilités concernant le poste de président du conseil communal ou bien le poste de vice-président du conseil communal. Le dernier aspect qu'on va étudier concernant le statut de l'élu, ça concerne essentiellement la révocation du président du conseil communal. Je tiens à souligner que la question de la révocation du conseil communal a été bien clairement définie par la loi et la procédure a permis une sorte de protection du président contre son conseil et là une procédure qui permet certainement une stabilité du statut du président face au conseil et aussi une stabilité du président, une protection du président à l'égard des aléas politiques qui peuvent bouleverser et qui peuvent entacher le fonctionnement normal du conseil et la gestion des affaires de la
commune. Donc là, on va voir les différentes conditions, les étapes de révocation du président telles qu'ils sont bien déterminées par la loi. La première étape de révocation du président par le Conseil, c'est d'abord, ça concerne la procédure interne au sein du Conseil communal. La loi précise que les deux tiers des membres du Conseil inscrivent d'abord à l'ordre du jour de la première session ordinaire tenue par le Conseil lors de la 4e année. Donc, les membres du Conseil sont tenus d'attendre l'expiration de 3 premières années pour déposer une demande de révocation du président qui est votée par les 2 tiers des membres. Donc, ils sont tenus d'attendre la 4e année du mandat du président pour déposer une requête de démission de ce dernier. Cette requête n'est présentée qu'une seule fois durant le mandat du Conseil. Donc, une requête de démission ne se fait qu'une seule fois au cours des 6 années, au cours de la durée d'investiture du président. Si le président refuse de démissionner suite à cette requête déposée par les 2 tiers des membres du Conseil, le Conseil peut demander par une délibération approuvée par les 3/4. Là, vous voyez qu'on est en face d'une grande majorité. Les 3/4, quand on dit les 3/4, ça veut dire tout simplement que le président il a perdu sa majorité au sein du Conseil. Donc, les 3/4 des membres du Conseil en exercice doivent déposer, demander, suite à une délibération, au gouverneur de saisir le tribunal administratif pour demander la révocation du président. On a déjà mis au point l'importance du tribunal administratif dans le cadre du contrôle sur les personnes. Donc, après le dépôt de cette demande par le gouverneur, le tribunal doit statuer sur la demande dans un délai de 30 jours à compter de sa saisine. Donc là, vous voyez que nous avons 2 grandes étapes, 2 grandes phases concernant la procédure de révocation du président. La première concerne la présentation d'une requête par les 2 tiers des membres. Et là, même dans cette première phase, on songe à la perte de la majorité par le président. La deuxième phase, si jamais le président refuse, les 3/4, une délibération votée par les 3/4 des membres du Conseil demande au gouverneur de saisir le tribunal administratif pour lui demander la révocation du président. En définitive, c'est le tribunal qui va statuer sur la révocation du président ou non. Donc là, vous voyez que cette procédure, elle engage 2 aspects, l'aspect administratif et l'aspect juridictionnel. L'aspect administratif passe par la saisine du gouverneur et l'aspect juridictionnel passe par la saisine du tribunal administratif pour demander au juge la révocation du président. Voilà, de cette procédure de révocation du président, nous allons déduire quelques constatations. D'abord, la loi n'a pas précisé les causes de la révocation du président. Chose qui est claire parce que la révocation du président peut survenir suite à plusieurs situations, plusieurs conflits qui peuvent avoir une connotation politique, des problèmes de gestion ou autres. La deuxième constatation, c'est que la loi a garanti la stabilité de l'exécutif communal à travers cette procédure qui rend, je ne dis pas impossible, mais difficile la révocation du président dans la mesure où le président ne peut être révoqué que s'il perd la majorité au sein du Conseil. Troisième importante constatation, c'est la saisine du juge qui permet aussi la garantie de ce contrôle juridictionnel et qui ne se fait ni par le Conseil ni par le gouverneur. Donc la révocation du président, c'est l'affaire du juge et non pas l'affaire du Conseil et du gouverneur. Pour le Conseil et le gouverneur, ils interviennent dans la procédure de révocation, mais la décision définitive revient au juge administratif. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc jusque-là, c'est fini pour le statut de l'élu. Si vous arrivez à prendre à bien réviser ces dispositions qu'on a déjà évoquées concernant le statut de l'élu,
Il y a beaucoup de détails dans le cadre de la loi. Si vous voulez revenir à la loi pour avoir une idée sur les différents détails, c'est bien. Sinon, vous êtes censé axer votre révision sur ces éléments. C'est largement suffisant à ce stade-là.